Oui, Bonjour à tous. On a souhaité, Jacques et moi et le collège, vous présenter quand même, discuter du support pédagogique pour le formateur, pour la formation des PB1 et des PB2, parce qu'on s'est aperçu lors des derniers stages FPX que l'information n'avait pas forcément transité, comme dit Jacques, dans les méandres de notre organisation, qu'il y a certains qui n'étaient pas au courant et que lors du stage FB3, il y a encore des FB2, voire des FB3 qui n'avaient pas tout à fait bien compris la différence entre un PB1 et un PB2. Donc, on a souhaité faire une petite piqûre de rappel pour vous présenter le document qu'avait produit le collège et qui avait été validé par les présidents de région. Ça fait combien de temps, Jacques, maintenant? C'est en février 2021 à peu près, non? Je ne sais plus. oui, non, c'était 2020. 2020, voilà, février 2020. Alors, le sommaire, on va voir la différence entre un PB1 et un PB2, le support pédagogique et PBB1 et le support pédagogique PB2. Alors, on est reparti du document qui existait, qui était le support pédagogique PB1, et on a introduit le PB2 sur la demande d'un certain nombre d'entre vous et des présidents de région. Et surtout, on a rebâti le document pour qu'on sente une progression entre le PB1 et un PB2. Un PB2, ce n'est pas un PB1 dans lequel on rajoute quelques petits trucs pour combler 25 heures de formation qu'il y a théoriquement. On a voulu vraiment qu'il y ait une progression qui soit structurée, logique, compréhensible entre un PB1 et un PB2. Ça nous amène à quoi? Si vous voyez à la première fois, vous voyez ma souris en haut ou pas? Oui, Voilà. Si vous voyez bien, il y a deux mots qu'il faut vraiment intégrer. C'est PB1, c'est la découverte. C'est ce qu'on demande à un PB1. Il doit découvrir parce qu'il y a limite, a priori, il ne connaît rien. Un PB2, on lui demande il y a un PB2, il a passé PB1, donc c'est-à-dire qu'il a appris un certain nombre de choses. On lui demande cette fois de comprendre ce qu'il a appris, de comprendre ce qu'il voit. OK? Pour le PB1, en fin de compte, il y a 4 objectifs. On a essayé de regrouper les 4 objectifs pour bien comprendre la différence entre un PB1 et un PB2. On va y balayer et après, on rentrera dans les détails, certains détails, mais pas tout. L'objectif numéro 1 pour un PB1, une fois qu'il a fait les cours théoriques, c'est quand même de pouvoir observer un certain nombre d'espèces sous l'eau. Un PB2, on ne lui demande pas la même chose. Vous voyez ce qu'on lui demande? On lui demande de savoir lire un paysage en plongée. C'est-à-dire que un PB2, c'est pas un PB1 à limite qui serait devenu un expert et qui connaîtrait 450 espèces de l'endroit où il plonge. On lui demande plutôt de se poser des questions. Je plonge, je suis dans tel endroit. Tiens, c'est quoi mon fond? Est-ce que je suis sur un tombant? Est-ce que je suis dans des éboulis? Est-ce que je suis sur le sable? Qu'est-ce que je vais pouvoir voir comme espèce et pourquoi je vais les voir là? La démarche n'est pas du tout la même. Celui-ci, à savoir rencontrer les principales espèces rencontrées lors des plongées. Donc ça, c'est les cours qu'on fait classiquement sur les embranchements. Donc ça n'a pas bougé. Ici, à comprendre le fonctionnement des habitats, on va demander à un PB2, on va l'accompagner, vous, en tant que formateur, vous allez accompagner pour comprendre comment fonctionne un habitat. Un habitat, c'est un substrat, mais c'est aussi des habitants. Et c'est des habitants qui ont des interactions entre eux. Et il faut comprendre, on va lui demander, et vous, en tant que formateur, vous allez lui donner les clés pour comprendre en disant, bah, tiens, je suis à tel endroit, je vais voir telle espèce, et pourquoi je vois telle espèce qui est associée avec une autre espèce, c'est ça qu'on demande. PB1, sensibilisation à la préservation de l'environnement, donc ça n'a pas trop bougé. Pour le PB2, on lui demande de comprendre les menaces sur les habitants, sur les habitats et les espèces. Vous voyez la démarche, on lui demande un peu plus. On part de découvrir à comprendre. Le dernier point,
découvrir la commission bio et argumentation. Donc, c'est sûr qu'en PB1, on vous dit vaguement qu'il y a une commission nationale, une commission régionale, une commission départementale, qu'une commission n'a pas d'existence juridique. Ça, c'est très, très bien. Un PB2, on va lui demander un peu plus parce que le PB2, c'est le passage en FB1. Et rappelez-vous, pour ceux qui font passer des tests de connaissances FB1, il y a des questions sur argumentation. Si cette argumentation, si ça s'est pas vu au niveau du PB2, ça pose un problème pour les tests de connaissances. Donc là, on va faire un petit aparté. Vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Ou alors, ce que je vous propose, c'est que vous notez les questions dans le chat et Jacques, au fur et à Oui. mesure, m'interrompra. Hein, et Jacques regardera le chat et Jacques, tu m'arrêtes à ce moment-là s'il y a des petites questions. On fait comme ça, Jacques? Oui, ça peut être plus facile, ouais. Ça va être plus fluide. OK, donc je démarre un petit peu. Si vous avez des questions, vous les mettez dans la discussion. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, savoir observer en plongée. Donc, les moyens, c'est lui montrer, nommer les signes et plaquettes, laisser observer afin que le stagiaire mémorise pour pouvoir reconnaître lui-même ultérieurement. OK? Pour un PB2, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est faire l'analyse de l'habitat, intégrer les différentes composantes de celui-ci, inciter à rechercher les relations inter- et intra-espèces, les associations, la prédation, la reproduction. Vous voyez, on ne lui demande pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même approche. Donc pour ceux qui avaient fait le stage FBX de Camaret, on en a parlé. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle approche pour certains, mais je pense que c'est beaucoup plus enrichissant pour le PB2. Fred, il y a une question déjà qui est apparue. Pour le Oui. PB1, c'est la question de Pierre, c'est sensibiliser ou être sensibilisé à la préservation de l'environnement. Si on te sensibilise, est-ce que tu es sensibilisé? La question, c'est J'ai pas entendu. Hein. Est-ce que donc c'est sensibiliser ou être sensibilisé? J'avoue, personnellement, je ne saisis pas la question complètement de Pierre. Un PB1, il ne va pas donner des cours. Donc c'est vrai que être sensibilisé, c'est peut-être un peu plus pertinent dans ce cas-là, Jacques. Oui, parce que l'objectif de la formation, c'est de le sensibiliser, mais afin qu'il soit sensibilisé. C'est peut-être là la subtilité de la question qu'il y avait. Et il y a aussi une question sur de savoir si on est censé aborder les associations dès le PB1. Oui, on en parle des PB1, on verra ça après. On en parle, mais de manière générale. Après, au niveau du PB2, les associations, on va y rechercher vraiment sous l'eau et y rechercher par rapport à un habitat. En fonction d'habitat, les relations entre les prédateurs ne sont pas les mêmes parce qu'on ne va pas retrouver la même faune fixée et les mêmes animaux mobiles. Donc, en PB1, c'est sûr qu'il faut en aborder de manière générale. Et il faut, si vous donnez des cours, parce qu'il y a des cours, on a prévu que des gens donnent un certain nombre de cours sur les différents habitats. Là, on rentre vraiment, c'est vraiment propre ou spécifique à des habitats. Les relations de prédation ne sont pas les mêmes en mer Rouge qu'on peut avoir, je ne sais pas, dans les herbiers de Posidonie que sur le sable. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que tu vas avancer, je vais noter, Oui. on reviendra sur. Il y a d'autres questions, je vais en cumuler quelques-unes. Voilà. Donc ensuite, savoir reconnaître les principales espèces, donc ça, les moyens, c'est les moyens pour le formateur, on est d'accord ici. Hein. Donc, lui apprendre à identifier les individus, machin, et sexes, initier au grand type d'habitat, les fonds rocheux, meubles, milieux pélagiques, c'est initier. On ne lui demande pas de comprendre comment ça fonctionne.
initier éventuellement aux techniques, aux observations de laboratoire. Pour le PB2, je vais insister beaucoup sur le PB2 et un peu moins sur le PB1. Expliquer la classification, les habitats, les facteurs abiotiques, les relations inter- et intra-espèces, comment s'organise la vie subaquatique. Donc, exploiter les observations au laboratoire pour l'identification des espèces et la compréhension de la classification. Donc là, c'est plus une initiation au niveau laboratoire. Là, il y a vraiment, on introduit et il doit y avoir du laboratoire dans le PB2. Donc, sensibiliser à la préservation de l'environnement, donc initier à la plongée bio-responsable, lui expliquer la charte du plongeur responsable, l'intérêt des sciences participatives, outils fédéraux d'Oris Chromis, ça c'est ce qui existait avant. Par contre, pour le PB2, c'est quand même un peu différent. C'est expliquer les menaces anthropiques sur les habitats, les espèces, les conséquences, les solutions, les moyens d'action, pour qu'ils comprennent les mécanismes qui sont mis en place au sens dérèglement climatique, pollution des eaux, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, réchauffement de l'eau, acidité des océans, modification des courants. C'est comprendre les menaces. Des questions, Jacques? Bon, j'avance. Donc ça, c'est ce qui existait avant. Maintenant, c'est approfondir les connaissances de la vie fédérale, le cursus des brevets bio, prérogatives techniques. Ça, très, très important parce qu'on s'aperçoit encore qu'il y a des gens qui ne savent pas très, très bien ce que c'est qu'un guide de palanquet, qui ne savent pas très, très, très bien ce que c'est qu'un directeur de plongée, dans quel cas j'ai le droit d'emmener des mineurs et autres. Il y a toute une partie qui est franchement triviale pour les gens qui sont niveau 4, MF1 et autres, mais qui sont beaucoup moins triviales pour des personnes qui sont que niveau 2 ou qui n'ont pas un grand vécu. Et ça, c'est quand même très, très important d'insister là-dessus, surtout pour les personnes qui vont continuer ensuite pour le FB1. Donc là, on va rentrer dans les détails, le support pédagogique FB1 tel qu'il existe. Alors peut-être juste avant, si tu veux bien, une question, parce que Oui. j'avoue que je ne sais pas très bien où la caser non plus. Il y a une question de alors, SC, je ne sais pas qui est SC. Comment aborder la progression des objectifs de plongée en PB2? C'est moi, Sylvie Catalan. C'est moi qui ai posé la Sylvie question. Catalan, voilà, SC, oui. Alors, ce que je te propose, Sylvie, c'est qu'on rebalaye le document support pédagogique PB2 et après, on y attaque. D'accord, ça marche. Ça te va? Oui, oui, parfait. Alors, donc, les objectifs, on les a, hein, ici. On recommence. Alors, ça, c'est ce qui existait un petit peu avant. Éducation du regard en plongée. Hein. Ça n'a pas changé. Je vous laisserai lire pour tous ceux qui connaissent ce document. Hein. Apprendre à regarder, développer sa curiosité, noter les indices, les couleurs et formes, savoir reconnaître les espèces, savoir reconnaître les principaux groupes. Et moyens mis en œuvre par le FB1, c'est là qu'on a un peu plus insisté avec le collège, donc faire un briefing, super important le briefing. Hein. Montrer à sa palanquée, utiliser les signes bio, les plaquettes, le débriefing et utiliser Chromis derrière parce que ça facilite l'apprentissage en plus. OK. Découverte du milieu physique, ça n'a pas changé non plus. Hein. C'est tout est à mécanique. On plonge dans un milieu aquatique, que ce soit marin ou piscicole, qui a ses caractéristiques et ces caractéristiques ont une influence quand même sur les espèces et les peuplements. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Ça existait avant, on n'y va pas. Ensuite, rapport des êtres vivants entre eux avec le milieu. Donc, décrire les principaux milieux. Ce n'est pas des cours sur les milieux, mais c'est d'écrire les principaux milieux. Le milieu benthique, le milieu pélagique, l'estran et les associations. Donc là, on reste au niveau, la question de tout à l'heure, on reste au niveau généraliste. Qu'est-ce qu'une symbiose? Qu'est-ce que le parasitisme? Qu'est-ce que le commensaïsme? Voilà, et donner des exemples. On reste là, on reste vraiment généraliste, on donne des grandes clés pour que les gens comprennent. OK? Donc ça,
on va passer très succinctement là-dessus parce que c'est ce qui existait là-dessus, et différents embranchements. On a changé un petit peu les exemples et un certain nombre de choses ici. Donc les échinodermes jusqu'aux végétaux. Donc là, c'est sensibiliser à la préservation. Alors, il y a un truc qui est pénible parce qu'il masque l'écran en dessous. Bon, sensibiliser à la préservation de, je ne vois pas le texte là-haut, donc je suis désolé. Donc, dans l'eau, c'est la charte du plongeur responsable, accrocher correctement son matériel, soigner son équilibrage, le palmage, ne rien remonter au fond. Donc, ça, c'est ce qui existait un petit peu avant, qu'on a remanié en deux parties, en dans l'eau et hors de l'eau. Ça, on n'y revient pas, c'est ce qu'on faisait déjà, hein. Et là-dessus, on l'a juste un petit peu détaillé. On arrive à découvrir la commission environnement, donc les commissions, il y a 15 commissions, les brevets, il y a peut-être avoir une 16e commission, Jacques, je crois. Il en est fortement question, oui. Ouais. Le rugby? Non, commission Andy, j'ai cru comprendre. Mais aussi. Les brevets, donc qui connaissent un petit peu le cursus, ils savent passer là-dessus, et la sécurité en plongée et limite d'évolution. C'est tout ce qu'on lui demande ici, c'est la sécurité en plongée et limite d'évolution. OK, maintenant je vais aller très vite, on va aller un peu plus dans le détail dans le PB2. Donc on va retrouver nos 4 items. Cette fois, c'est plus comprendre. Le laboratoire est rajouté parce que, rappelez-vous, le laboratoire était facultatif pour le PB1 et devient obligatoire pour le PB2. Là-dessus, pour le laboratoire, on pourra avoir une discussion. On a eu pas mal de discussions au niveau du collège. On va revenir là-dessus, hein. Jacques, tu pourras, je pense, en aborder au niveau du document laboratoire au 2e degré. Il y a eu pas mal de discussions. OK. Donc, plongée d'observation. Donc, tout ça, ça change parce que ça n'existait pas. C'est analyse du paysage. Déterminer habitat. Quelles sont les espèces caractéristiques de cet habitat? C'est-à-dire les espèces qu'on va rencontrer qui sont caractéristiques de cet habitat. Quels sont les facteurs abiotiques prépondérants? La zonation, la luminosité, le courant et autres. Recherche d'associations, on a mis quelques exemples, station de nettoyage, bernardinite, anémone, poisson clown, anioque, poisson, anodonte, bouvière, donc ça c'est pour eau douce. Oh pardon. La reproduction, comme on plonge souvent au printemps, on a quand même beaucoup l'occasion de regarder et de voir un certain nombre de reproductions, que ce soit des paranuptiales, voir des nids, des poissons qui construisent leurs nids, des pontes, des juvéniles, des nurseries, un certain nombre de choses. Recherche de relations proie-chasseur, laminaire à échelon, éponge doris, acidie planaire, acanthaster coraux, brochet goujon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que ça change pas mal. Donc ça, on va pouvoir. Donc, lors du briefing, expliquer aux stagiaires les objectifs de la plongée, lui donner des éléments d'observation par rapport au site, lui préciser qu'il doit être un acteur dans ses observations. Il devra analyser l'habitat et intégrer les différentes composantes. Il devra rechercher et montrer les relations inter- et intraspécifiques. Alors ça, au niveau du collège, on est tous partisans que la plongée de nuit est super intéressante, mais malheureusement, on en fait de moins en moins parce que ça, c'est pas facile pour les structures d'organiser les plongées de nuit, mais ça nous semble quand même très, très intéressant. Du Des coup, questions? oui, excuse-moi de t'interrompre. Du coup, ma question sur la progression, elle pourrait venir là, parce que ça, c'est effectivement ce qu'on ferait pour des plongées de PB2. Mais en termes de progression, les recherches d'associations, bon, tu as certaines associations que tu vas voir de manière systématique. Tu as des comportements tels que les stations de nettoyage ou des choses comme ça que tu n'es pas sûr de voir. Donc, comment fixer ton objectif? Parce que si tu te fixes un objectif, il faut qu'il y ait des critères de réalisation. Et comment tu fixes ton critère si tu faut observer une station de nettoyage et que tu n'en vois pas? Comment tu fais évoluer sur tes 4 plongées pour Alors, qu'ils tu plonges, c'est une très, très bonne question. Tu plonges où particulièrement? Côte Bleue, Marseille. D'accord. En cours d'une plongée, est-ce que tu rencontres un habitat en général ou tu rencontres plusieurs habitats? En général, on s'arrange
pour que sur nos plongées, on aille voir, on choisit nos sites de plongée pour qu'on ait justement plusieurs habitats à voir? Alors là-dessus, on n'a pas voulu au niveau du collège donner des recettes de cuisine parce que ça va être propre à chaque stage et chaque truc, mais je peux te donner des pistes. Oui. Tu peux, par exemple, si tu as des PB2, tu vas les organiser en palanquet. Mhm. Tu peux donner des objectifs fixés à chaque palanquet, des Oui. objectifs différents. Si tu demandes à, par exemple, tu vas voir au cours de ta plongée 5-6 habitats, ça va être très, très compliqué, si tu veux, pour chaque habitat de faire ça. Mais tu peux faire comme m'avait proposé certains stagiaires FB1, de dire, bah voilà, au cours de la plongée, tu fixes un objectif à chaque palanquet. Par exemple, une palanquet, il va rester un quart d'heure dans la zone des laminaires, une autre palanquet va rester un quart d'heure dans un tombant, et ainsi. Et là, tu donnes des objectifs. Tu donnes des objectifs pour chaque habitat, tu donnes des objectifs pour qu'est-ce qu'ils ont vu comme espèces caractéristiques et ainsi de suite. Mm. C'est une manière de faire, par exemple. Mais il y en a d'autres. Ouais, c'est ce qu'on avait pensé faire. C'est ce qu'on avait pensé. Alors, Mais un petit peu, voilà. On ne planche pas toujours au même endroit parce qu'on est un peu tributaire de la météo. Et donc, des fois, on choisit, on a envie de faire des choses et des fois, on ne le fait pas toujours. Donc, on n'est pas sûr de rencontrer, en fonction de la météo, du vent, de la houle qu'on a eue, de notre ami Mistral, on n'est pas sûr de rencontrer. tout à fait. Et en fonction du jour, de la nuit, tu ne rencontreras pas les mêmes espèces, on est bien d'accord. Après, il faut que toi, tu testes des choses. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Après, tu auras des stagiaires FB1 avec toi qui vont tester des trucs. Tu vas leur laisser tester des trucs qui ne marchent pas. Moi, je sais que j'ai eu des stagiaires qui m'ont dit, ah, c'est très simple, on met un cadran d'1 mètre sur 1 mètre et ils observent, les PB2 observent toutes les espèces. Ils ont fait ça sur le sable, ça a été vite imité, hein. C'est sûr. Et les mecs, ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas. Ouais. Donc, toi, ça ne marchera pas si tu ne donnes pas des objectifs et tu fixes des objectifs à tes palanquets. Mais Parce justement, que, c'est dans voilà, en fait, c'est pas fixer l'objectif pour la plongée, c'est comment déterminer une progression pédagogique entre les 4 plongées du PB2. Parce que fixer les objectifs, ça, il n'y a pas de problème, on fixe des objectifs. Mais comment déterminer une progression? Là-dessus, en ce moment, c'est là-dessus qu'on se pose la question avec d'autres cadres de la région. alors, tu vois, quelque part, tu as 4 objectifs ici. Analyse du paysage, recherche d'association, recherche relation proie et toi. Déjà, tu peux fixer, par exemple, sur les premières plongées, se fixer plutôt sur analyse du paysage. On Toi. est d'accord, mais recherche d'association et reproduction, bah, du coup, c'est dommage. Si pendant ta première plongée, tu vois une association vraiment caractéristique ou un comportement de reproduction, et que tu as fixé ton objectif sur uniquement analyse du paysage, c'est dommage de ne pas aborder ça, puisque sur la plongée suivante, bah, en fonction de la saison où tu le fais, tu n'es pas sûr de voir. Bon, une association, tu as de grandes chances d'en voir, quelle qu'elle soit, mais par exemple, la station de nettoyage, tu n'es pas sûr de la voir, parce que ça dépend de ta visite, ça dépend de pas mal de choses. Et ta reproduction, donc parade, nid, ponte, etc., en fonction du moment où tu fais ta plongée, tu dis que c'est ta 3e plongée, l'objectif reproduction, mais si tu tombes à une période de l'année où il n'y a rien à voir en termes de reproduction, ben, qu'est-ce que tu fais? Donc, la progression, il y a des éléments qui sont difficiles à mettre à ce stade-là de la progression. Si ma 3e plongée, c'est objectif reproduction, et que ma 3e plongée, je la fais, je ne sais pas, au milieu de l'hiver, parce que nous, on plonge un peu tout le temps, et que je ne verrai rien du tout, je ne verrai pas de parade, je ne verrai pas de nid, pas de ponte, parce que ce n'est pas le moment, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais répondre encore différemment à ta question. Oui. Pourquoi on a mis analyse du paysage? Mm. Pourquoi le collège, est-ce que vous êtes tous posé la question pour ceux qui connaissent ce document, pourquoi on a parlé d'analyse du paysage? Pourquoi on aborde ce thème? C'est ta question? Oui, c'est ma question, c'est une question. Parce que
c'est une ouverture pour après aborder justement les associations et les différentes espèces que tu vas rencontrer, paysage par paysage. Tout à fait. Ça va un peu plus loin. C'est un constat qu'on avait fait dans un stage FB3 où les gens plongeaient. La seule chose qu'ils faisaient, ils se jetaient sur le premier rocher qu'ils Oui, voyaient. oui. Et Ils il faisaient le tour du rocher. restait sur le rocher. Après, ils voyaient un deuxième rocher, ils allaient sur un deuxième rocher, mais il n'y en a pas un qui a regardé en se mettant à l'eau, tiens, le soleil il y a, quelle est la partie qui va être la plus intéressante? Est-ce que c'est la partie au nord, la partie au sud? Tu vois, ils ne se posaient pas de questions. Mm. Donc c'est pour ça que si tu veux, tous ces objectifs, si tu veux, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu travailles habitat par habitat, Oui. soit tu mélanges un peu tout. Ça va être en fonction des conditions que tu reconnais. Quand tu auras une palanquée de PB2, elle n'est pas autonome, ta palanquée de PB2, tu es d'accord avec moi? Ta Oui. palanquée de PB2, tu vas avoir un encadrant bio dedans. Oui. C'est à toi de fixer les c'est à toi de fixer les objectifs de tes palanquets et de dire à l'encadrant bio, à la limite, de rechercher les associations, de rechercher tout ça. Et c'est en fonction aussi de l'opportunité que tu as, en fonction du cycle que tu as, que tu vas adapter, que l'encadrant aussi va adapter aussi et conduire sa palanquée en fonction de ce qu'il rencontre aussi, hein. Mais la progression, c'est surtout au niveau des paysages, parce que tu es d'accord avec moi que en fonction de l'habitat, tu ne rencontreras pas les mêmes associations et les relations proie-chasseur, tu ne les auras pas non plus, quoi. Oui. Et alors, c'est simple, hein, tu vas tâtonner, tu vas tester des choses. Il y a des trucs qui vont marcher, il y a des trucs qui ne vont pas marcher. Et si vous voulez, dans les discussions ouvertes, on pourra en discuter après. Ok, ça marche. Alors, Il y comprendre. avait, Fred, il y avait la Pardon. question, en quoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir une progression au fil des cas de plongée? Bon, je ne sais pas si ce qu'on a dit là répond complètement à cette question-là. Oui, mais après, toujours pareil, on ne voulait pas vous faire un truc formaté en disant il faut faire ça, ça, ça et ça. À vous d'adapter aux conditions. À vous de vous adapter. Il y a une progression dans les plongées parce que c'est comme une progression du PB1. Un PB1, première plongée, il ne voit pas grand-chose. La deuxième plongée, il en voit un peu plus. La troisième, il en voit encore un peu plus. Et la quatrième, il est acteur, il recherche, et ainsi de suite. Là, ce qu'on veut, c'est que PB2, au fur et à mesure de ces plongées, il analyse son paysage. Il dit, tiens, je suis en telle zone, tiens, je vais pouvoir à telle profondeur, tiens, et à profondeur, ben, je suis assez profond, donc je vais avoir moins de luminosité, des algues, j'en verrai un peu moins, tiens, je suis près du bord, ça va être plutôt une majorité d'algues, donc s'il y a une majorité d'algues, j'aurai un petit peu moins de faune fixée d'acidie ou de trucs comme ça. Si je veux chercher des acidies ou des éponges, il va falloir que j'aille les chercher dans les zones sombres. Tu vois, c'est ça qu'on lui demande. Alors, comprendre la classification. Donc, c'est quand même important pour le PB2 qu'il puisse comprendre la classification. C'est quand même une histoire, d'où ça vient, comment on a construit l'arbre de filiation phylogénique qu'on utilise. Une introduction à l'embryologie aussi, parce que ça permet d'expliquer un petit peu l'arbre de filiation, sinon il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop. Et l'adaptation des espèces. Alors là, on voit les habitats, donc connaissances et compétences à acquérir. Donc, il va falloir donner des cours sur les habitats. Là, on vous a donné quelques exemples. Donc, les fonds meubles, les herbiers et les prairies. Bon, c'est sûr que les prairies de laminaires, si tu es en Méditerranée, c'est un peu plus limité. Si tu veux faire le coralligène et que tu es en Manche, c'est limité aussi. Donc, s'adapter en fonction de l'endroit où on est. Les fonds rocheux, donc les tombants, les secs, les grottes, les surplombs, les éboulis. Les récifs biogéniques, le milieu pélagique, les milieux aquatiques d'eau douce, les mangroves, les abysses, les monts sous-marins, un certain nombre de choses. Et là-dedans, expliquer l'adaptation des espèces aux habitats, traiter en priorité les différents habitats rencontrés dans sa zone de plongée et quand même aborder les autres habitats. Ce n'est pas parce que je suis qu'en Méditerranée que les forêts laminaires, ça, je ne traite pas. Ce n'est pas parce que je suis en Bretagne que les Posidonies, j'en ai pas, je m'en fous. Ou à la limite, ce qui se passe dans les mers chaudes, j'en ai rien à foutre. Non,
On ne forme pas des plongeurs Méditerranée ou des plongeurs Manche ou des plongeurs mer chaude. On forme des plongeurs fédéraux. Un point, c'est tout. Parler de nutrition aussi, ça c'est nouveau. Parler de reproduction aussi. Parler de respiration et parler de locomotion. Donc avant, on en parlait plus ou moins succinctement, et là, on souhaite que ce soit vraiment abordé dans les cours qu'on donne au PB2. Donc rien que ça, honnêtement, parmi les 25 heures de cours ou 25 heures autres, vous avez de quoi faire. Et regardez là-dedans, ne pas traiter l'aspect uniquement anatomique et fonctionnel pour la nutrition, reproduction, respiration et locomotion. Des questions, Jacques, ou pas? Non, non, j'ai un commentaire parce que ce que tu viens de dire, tu as parlé de 25 heures. Des vécus récents me font penser à une chose qui mérite un commentaire. Lorsque dans un référentiel, on parle d'environ 25 heures, ceci est un chiffre afin de donner une idée de ce que peut représenter la formation. Ce n'est en aucun cas, et je répète, en aucun cas, l'idée de dire qu'il faut faire 25 heures, et absolument 25 heures, et qu'il ne faut pas en faire 26 ou pas en faire 24. Il faut parcourir le cursus, il faut atteindre les objectifs, et on donne une indication pour que ceux qui organisent se fassent une idée de ce que ça peut représenter. Mais j'insiste beaucoup parce que j'ai entendu des choses qui ne sont pas possibles. On ne peut pas dire qu'il faut faire 25 heures de cours et que absolument il faut les faire. Et pas 26 et pas 24. Donc je reviens sur ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'il y a des cadres qui n'ont pas compris ça et à des niveaux élevés, et ça, c'est pas possible. Voilà. C'était une petite parenthèse parce que en parlant de ça, tu as donné l'opportunité, Fred. Merci. J'allais approfondir là-dessus, hein, que c'est un cadre en effet. Et regardez ça, d'en comprendre tout ce qu'on amène, tout ce qu'on aborde ici, bah, ça servira pour les gens qui veulent aller plus loin dans les bouquins, qui veulent comprendre ce qui se passe, qui veulent comprendre les enjeux de la sensibilisation, de la protection de l'environnement, parce qu'on arrive ici, donc il faut protéger les habitats. Si les animaux ne peuvent pas se reproduire, on aura des problèmes, la locomotion, tout ça. Et tout ça pour les futurs cadres, ils auront un cadre solide où certaines personnes se retrouvent en FB3, où ils ne savent pas trop ce que c'est que la respiration, ils ne savent pas trop ce que c'est que la locomotion, la nutrition, de quoi qu'on cause. Ça permet, si vous voulez, qu'on ait un PB2 qui comprend ce qui se passe, qui comprend ce qu'il voit, et qui comprend et qui comprend les enjeux. OK. Donc, laboratoire. Donc là, on a détaillé un petit peu. Donc, observer des échantillons binoculaires, microscope, identification des échantillons. Alors ça, on va insister un peu là-dessus. Comprendre que l'utilisation d'une loupe binoculaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Donc ça, c'est des discussions qu'on a eues au collège. Hein. C'est pas une fin de faire de la bino. L'objectif, c'est l'observation, l'identification d'organismes ou des détails non visibles à l'œil nu, voir des lophophores, voir des écailles, voir qu'est-ce qu'on pourrait voir, des spicules, des cérates, un certain nombre de choses. Le but, c'est pas manipuler une loupe. Le but, c'est faire des observations. Et ça doit être structuré. Donc, présenter les outils d'observation, les principaux accessoires et produits de base utilisés en laboratoire. Donc là, Jacques va en parler dans les techniques de laboratoire et autres. Il y a des produits qui sont bannis. On a remis un petit peu ça à jour parce que c'était un petit peu n'importe quoi. Connaître les règles d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Si on est 4 personnes, on ne ramène pas deux poubelles de 120 litres d'observation qui vont partir à la poubelle. Trouver et récolter les échantillons. Plancton, foramifères, on peut aller à la poissonnerie, on peut aller sur estran, on peut faire un certain nombre de choses, préparer et observer les échantillons simples,
écailles, machin de poisson, briozoaires, et surtout laisser les stagiaires manipuler les échantillons. Des questions sur cette partie? Alors, revenir peut-être sur des questions que j'ai notées qui sont apparues, parce qu'il y en a une qui est, j'avais commencé à répondre par SMS, mais en fait, il y a un retour dessus. Donc, c'était la question de comment traiter les habitats, même si j'ai une visibilité d'1 à 2 mètres, et ensuite, et la plongée en lac, et les plongeurs de lac. Moi, j'ai un commentaire sur plongeurs de lac. Dans nos cursus, si on regarde bien les cursus, on ne doit pas avoir les plongeurs que de lac. On ne forme pas en biologie, en tout cas au PB2, 100% en lac. Donc déjà, ça c'est un premier point en passant. Ensuite, donc cette question de visibilité restreinte et de plongée en lac et par rapport au paysage, comment on fait en gros? Tu veux commenter? Moi j'avais un Vas-y, commentaire. commence, Moi, j'avais je un suis en train de commentaire. réfléchir. C'est pas parce qu'il y a 1 à 2 mètres de visie qu'il n'y a pas de paysage. C'est pas parce qu'on ne voit pas à 30 mètres devant nous que un paysage, c'est un relief. Et ce relief, il peut être apprécié en se déplaçant. Quand on se déplace, on ne reste pas sur 1 mètre carré. Donc, on a quand même une interprétation, évidemment qu'elle est restreinte, on est d'accord, mais on a quand même un petit peu d'interprétation. On va se déplacer dans la plongée, donc on va choisir le tournant, la roche, on remonte, la laminaire, enfin, il y a quand même des choses qui se passent. Donc évidemment, c'est restreint, mais on l'interprète d'une certaine manière avec la restriction de visibilité. Bon, moi, c'est la réponse que je ferai sur ça. Donc, on s'adapte avec ça. Pour le lac, il y a quand même un petit peu de relief. Donc, et c'est le relief du lac avec ses limites, bien entendu. Donc, c'est un petit peu le même type de questionnement. Bien entendu, c'est moins riche, bien entendu, c'est moins varié que ce qu'on pourra faire dans certains sites de mer où on aura de la visite. Voilà, moi, la réponse que je ferai à cette question-là. Merci Jacques. Pour compléter la réponse que j'avais faite tout à l'heure, pourquoi on a introduit aussi les habitats? On a introduit les habitats parce qu'en fin de compte, sous l'eau, c'est pas facile d'observer. On passe en moyenne, si on plonge au printemps, on passe 40, 45 minutes, 50 minutes sous l'eau. Après, les gens ne tiennent pas à cause du froid, surtout si on a des jeunes plongeurs qui sont pas aguerris comme des vieux qu'on cuir dur. 40 minutes sous l'eau, 50 minutes, c'est très vite passé. Donc, il faut vraiment exploiter au maximum le site de plongée pour pas perdre du temps sur des endroits entre guillemets qui sont inutiles où il n'y a pas grand-chose à voir. Si vous n'êtes pas capable de lire l'habitat, si vous n'êtes pas capable de lire l'habitat par rapport aux consignes de plongée ou au brief du directeur de palanquet, vous allez perdre du temps inutilement ou vous allez rester dans des endroits qui sont entre guillemets inintéressants. La lecture de l'habitat fait que vous allez, si vous savez ce que vous recherchez, ce que vous voulez trouver, si vous savez lire un habitat, vous allez tout de suite aller à l'endroit intéressant. Et c'est ça l'intérêt. Parce qu'on passe 45 minutes, 50 minutes sous l'eau au printemps. En été, c'est un peu plus, c'est pas vrai. Hein. Bon, après, ceux qui veulent aller plus longtemps, vous plongez avec Jacques, hein, il n'y a pas de problème, ou d'autres. Tant qu'il n'y a pas zéro dans le bar, il ne remonte pas. Zéro bar, il ne remonte pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe très très peu de temps sous l'eau. Donc il faut vraiment exploiter ce temps au maximum. Ensuite, ici, là, quand on parle de connaissances, compétences à acquérir, là, ce n'est pas sous l'eau. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a personne qui plonge dans les milieux aquatiques d'eau douce. Bah, il va se poser les questions, il va faire des cours sur l'eau douce, mais il va peut-être dire que il y a différents types de lacs. Il y a des lacs qui sont profonds, il y a des lacs qui ne sont pas profonds. Mais il n'y a pas que les lacs, il y a des cours d'eau. Il y a des cours d'eau qui sont très pentus, pas pentus. Il y a tous différents habitats du Sicole que tu pourras aborder sous la forme d'un ou deux cours. Si tu es dans une région où tu plonges beaucoup dans des lacs ou autres, limite, tu vas faire un ou deux cours sur les milieux aquatiques d'eau douce et par exemple, tu vas faire un peu moins de cours sur cela. Mais ce qu'on te demande, si tu veux, c'est de ne pas faire que des cours sur l'eau douce
ou que des cours sur, je ne sais pas, les mangroves ou les récifs coralliens. Ça correspond, Jacques, c'est à notre Oui. philosophie, hein. Il y a une multitude de petites questions, je vais les garder. Il y en a certaines, je vais répondre par… Comme tu veux, Jacques, on a bientôt fini, hein, Jacques. D'accord, ok, bon, ça va. Alors, donc, sensibilisation aux problématiques environnementales, donc c'est là, connaissances, compétences à acquérir pour le PB2, donc savoir et reconnaître le rôle et intérêt des sciences participatives parce que c'est un moyen d'agir qui est très intéressant. Savoir utiliser Chromis parce que c'est notre outil fédéral. Donc, le FB1, il doit présenter quand même Chromis, il doit connaître les différents projets locaux de sciences participatives, parce que ça, on insiste là-dessus, parce que en fonction d'endroit où vous êtes, il y a sûrement des projets de sciences participatives qui peuvent intéresser vos stagiaires. Et c'est intéressant, puis si vous en parlez, si vous êtes greffé dessus, c'est intéressant, ça peut être enrichissant aussi pour le PB2. Et surtout, impact des activités humaines sur les habitats, destruction, fragmentation, comment protéger les habitats, les espèces, connaître les espèces protégées, connaître les espèces menacées, les espèces exotiques envahissantes ou les aliens, comme vous appelez ça. Ça, c'est quand même très, très important parce que ça permet de comprendre les enjeux et les menaces. Et tout ça sont liés quand même aux activités humaines. Donc, donner des définitions, parce que là-dessus, il faut savoir de quoi on parle, donner des exemples et ne pas oublier les impacts locaux. On plonge dans un endroit, en général local, où il peut y avoir des spécificités locales en termes d'espèces protégées, en termes de protection de l'environnement et autres. Des questions sur cette partie-là ou pas? Alors, connaître la FED, la commission bio, donc les comités directeurs, hein, qui est un comité directeur national, régional, départemental et dans les clubs, les commissions. Quelles sont les missions et fonctionnements des commissions de la commission environnement, biologie subaquatique. Donc pour ça, utiliser le guide du dirigeant, insister sur la différence entre une commission et un comité, parce que là, c'est des fois pas très très clair sur certaines personnes qu'on retrouve en formation FB1, voire FB2, voire FB3, parce que les conséquences juridiques, financières, ce ne sont pas les mêmes. Brevet et cursus, donc prérogative du PB2, rappel du cursus de formation, programme de formation du FB1. C'est intéressant de l'introduire pour que derrière, on essaie qu'il aille beaucoup plus loin parce que le rôle quand même d'une commission et de nous encadrants, c'est de former des cadres. Si on ne forme pas de cadres, on va vite être limité dans certaines années. Pratique de la plongée, donc prérogatives techniques, guide de palanquée, directeur de plongée, encadrement des palanquets. Ça, il faut vraiment insister là-dessus parce que pour les personnes qui vont passer, qui veulent faire le FB1, faut qu'ils soient vraiment dans les règles et dans les clous, et qu'ils sachent vraiment ce qu'ils auront le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Alors, rappelez que la plongée bio est une plongée d'exploration devant respecter le code du sport, rappeler les règles de plongée en autonomie, les espaces naturels, réglementations locaux, arrêtés préfectoraux, municipaux, protection des habitats, aires marines protégées, s'informer, expliquer aux stagiaires les différentes réglementations pouvant exister. Donc, maintenant, on a fini. J'espère pour vous, parce que c'était le but de cette petite présentation, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on attend d'un PB1, qu'est-ce qu'on attend d'un PB2. J'espère maintenant que c'est plus clair pour vous tous. Donc, comme on a un peu de temps, Jacques, je crois maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et en parler, il n'y a pas de problème. Il y a un truc, c'est que… je revois les questions. Il y a des questions qui ne sont pas des questions spécifiquement… qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, Jacques. J'ai un petit souci. J'avais des questions qui avaient disparu. Des questions qui ne sont pas forcément spécifiques
au cursus, elles sont plus générales. Il y a une question, c'est est-ce qu'il existe des documents qui sont structurés par habitat, des livres structurés par habitat? Je ne sais pas si toi, tu as des réponses comme ça. Il me semble qu'il y a un livre sur la Méditerranée où il y a toute une partie qui est structurée par habitat, mais je ne voudrais pas dire une bêtise. Oui, 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 il y en a une. c'est le Augier. Oui, tout à fait. Le Augier, voilà, il s'en est un. Après, il y avait le Subaquois hors série apnée, là, je crois. On avait fait un petit. Il y avait une ébauche dessus, là. alors, Jacques. Jacques, je te quitte 30 secondes, je vais dans ma bibliothèque. ouais. Il y a l'apnée. Il y a aussi, si on regarde bien, le hors-série sur la randonnée subaquatique, qui en fait a une structuration basée sur des habitats et des paysages. Il y a le document qu'on avait fait pour les guides de Palenquet, mais qui reprend, on retrouve ça dans le hors-série randonnée subaquatique, où on a des structurations de ce type-là. Après, purement avec les cursus, si c'est sous-entendu purement avec le cursus, par exemple PB2, non, on n'a pas complètement ça, mais il y a quand même des livres où il y a pas mal de choses. Il y a un commentaire sur l'échantillonnage en plongée pour le labo. Alors, on ne va pas faire tout le débat là, on y reviendra sur la session laboratoire, hein, si vous voulez bien. Alors attends, du coup, comme j'avais ça tout. Alors, je reprends à main, Jacques. Pour ceux est-ce que vous voyez, il y a ce bouquin-là dont parlait Sandrine. Ouais, c'est ça. Vous voyez ou pas? On vous mettra les références, qui est très très bien. J'en connais un autre aussi qui est très très bien, qui est celui-ci aussi. Vous voyez là ou pas? Alors celui-là, il est pas, vous pouvez pas éditer. Enfin, vous pouvez le retrouver dans les friperies ou en d'occasion. Il est très très bien. Sur Amazon. Sur Amazon. C'est Angelo Mogetta. Ouais. Celui-là. Et honnêtement, il est très très bien parce qu'il y a des planches sur les différents habitats. Perso, c'est comme ça que j'ai appris les récifs coralliens parce que je trouvais que ce livre était. Il est très très bien fait. Vous pouvez remontrer la couverture, s'il vous plaît? Hop. On vous mettra les références, il n'y a pas de souci là-dessus. Sachez que et il a fait, pardon Jacques, il a fait un deuxième bouquin en Méditerranée. Ouais, sur la Méditerranée. Ouais, et il y a une partie sur le plancton qui est vraiment très très bien faite et qui est remarquable. Et pareil, on retrouve les mêmes schémas. C'est très très bien fait. Tu rappelles l'auteur, s'il te plaît? Angelo Mogetta. Je vais l'écrire dans le. Oui. Sachez juste qu'il y a un truc, c'est que vous connaissez tous Doris. Si vous allez sur Doris, il y a une bibliographie très très conséquente. Et je suis absolument sûr, mais Alain-Pierre Sittler peut commenter, que ces livres sont répertoriés. Alain-Pierre? Pierre, il était connecté tout à l'heure, s'il l'est toujours. Il pourrait nous le dire. Mais... Si, il a coupé son micro. Ouais. Alain-Pierre, tu as coupé ton micro. J'essaye de le retrouver, voilà. Oui, j'étais en train de regarder en fait ce que tu disais, Jacques, dans la bibliographie de Doris et sur Mogetta. Alors, j'ai pas relevé le nom que donnait Fred du bouquin, mais sur Mogetta, il y a 6 ouvrages, donc il est peut-être dans le lot. Ouais, sûrement. Voilà, la bibliographie est assez conséquente. Donc, quand on cherche un titre, une référence, en fait, à partir de l'auteur ou des éléments du titre, on arrive à retrouver des choses. Alors, parmi tous ceux qui sont là, donc, est-ce que ça vous paraît plus clair la différence entre un PB1 et un PB2? Alors, je sais qu'on en a parlé au dernier stage FBX et qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit oui, mais ça change complètement et autres, n'est-ce pas, Sophie? Je ne sais pas qui est encore là, je ne vais pas tout le monde. Mais je pense que c'est beaucoup plus clair. Il y a progression, je pense que vous la voyez vraiment maintenant, la différence entre un PB1 et un PB2.
Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les PB2 et c'est beaucoup plus intéressant aussi pour les formateurs. Parce que pour le formateur, on ne va pas dire qu'un PB2, je répète la même chose que j'ai fait au PB1 en rajoutant des petits trucs. Alors, Fred, il y a une dernière question là qui me titille, qui m'intrigue, là, que je vois, parce que c'est pas ce que tu as dit, mais bon, il y a quelqu'un qui a compris autre chose, mais c'est pas ce qui a été dit. Au PB2, on ne rentre plus dans le détail des groupes, ni au PB1, ce n'est donc jamais vu. Mais on n'a pas dit qu'on ne rentrait pas dans le détail des groupes au PB2. Oui, quand tu dois parler reproduction et tout ça, tu es bien obligé d'entrer dans le détail, parce que t'expliques comment ça fonctionne. C'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question, Jean Marcy, veut préciser sa question. Enfin, où est l'ambiguïté? Parce que ça m'intrigue. Après, non, mais il n'y a pas de mauvaise question. Vas-y, Jean, on t'écoute. Ouais. C'est Jacques, je crois, Jacques Covès. Moi, j'ai vu. Non, c'est Jean Marcy. D'accord. Bon, en attendant qu'il réapparaisse, la question, y aura-t-il un jour un PB3? Il faut demander à Madame Irma. Alors, on a abordé ce problème au niveau du Ah, collège. moult fois. Ça a duré pendant 6 mois, 8 mois. C'était quelqu'un qui voulait introduire le PB3. On lui a dit, OK, qu'est-ce qu'on met dedans? Il n'y a jamais eu de réponse. Bah oui, bien sûr. Non, mais le but est là, quoi. On n'est pas là pour faire des formations scientifiques. C'est pas notre but de faire des formations scientifiques. C'est où est-ce qu'on s'arrête, et on n'a pas été capable au niveau du collège de dire qu'est-ce qu'on mettait dans une formation FB3 par rapport à ce qu'on avait actuellement. Donc on en est resté là. Voilà. Alors, Jean est réapparu entre-temps et il n'a pas de micro, en fait. C'est pour ça qu'on ne l'entendait pas. Non, il était parti chercher un café. On ne détaille plus un groupe. Voilà ce qu'il... Alors, Jean, vas-y, on t'écoute. Non, mais il n'a pas de micro. Donc, il a écrit « On ne détaille plus un groupe ». En fait, au PB2, on reprend pas chaque embranchement par embranchement. Comme on fait au PB1. Au PB1, on passe en revue tous les embranchements. Au PB2, on ne le refait pas. C'est pas ce qu'on demande, si tu veux. Si tu refais tous les embranchements, comment tu as le temps de traiter les habitats? Comment tu as le temps de traiter la respiration? Comment tu as le temps de traiter tous les autres trucs, toi? Mais alors, du coup, au PB1, quand on fait chaque embranchement, on dit quoi pour chaque embranchement? On s'arrête juste à la morphologie externe? Parce que j'ai vu des PB1 où on parle un peu de morphologie, ça s'arrête là, et d'autres où ça va jusqu'à le détail le plus intime de l'anatomie, quoi. Donc, où est le curseur? Aïe, Jacques, je te laisse la parole. Je vais m'énerver. On avait dit qu'au PB1, on ne parlait que de ce qui était visible. Donc, l'anatomie interne, on n'en parlait pas au PB1. On parlait que ce qui était visible. Je suis d'accord. C'est ce qu'on fait, nous, à Marseille, par exemple. Mais c'est ce qui se fait un peu partout, je pense. Un autre, complètement différent. Donc, mais si après, on ne le fait pas au PB2, quand est-ce qu'on parle de l'anatomie tu le fais au PB2. À partir du moment où tu vas commencer à parler reproduction, tu vas le traiter différemment, mais à partir du moment où tu parles reproduction, tu es bien obligé de parler d'anatomie interne. Au lieu de le faire embranchement par embranchement, tu le fais d'une manière globale et tu peux structurer ton topo sur comment se fait la reproduction. Il y en a qui vont avoir des reproductions internes, d'autres des reproductions externes, etc. Pareil pour la locomotion. La locomotion, quand tu parles de locomotion, tu vas pouvoir mélanger tous tes embranchements parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens de locomotion et ça te permet de rebalayer tous les embranchements, mais structurés différemment. Pareil pour la respiration. Exactement. Pareil pour la nutrition. Voilà. Et dans la nutrition, tu vas dire, voilà comment chacun il mange. Il y en a qui ont des dents, il y en a qui n'ont pas de dents, il y en a qui ont des estomacs, pas d'estomac. Et tu vas pouvoir restructurer, représenter tous tes embranchements, mais au lieu de les faire embranchement par embranchement, tu les mets sur un thème. Et dans ce thème, tu vas structurer à l'intérieur les différents moyens.
Pareil pour la communication. Ils ont tous des moyens de communication différents et ça te permet, encore une fois, de rebalayer tous les embranchements. Ouais, mais Mélanger oui, On a du Arsène, Jean. oui, ça y est, c'est bon. Oui, parce que je me suis mis sur un deuxième ordinateur pour avoir le micro. Oui, oui, c'était un peu ça. J'ai bien compris la notion de transversalité via la nutrition, la reproduction, la locomotion, etc. Mais c'est quand même pas, on va pas balayer tout l'ensemble des groupes de cette manière-là. Ça va être à partir de quelques exemples. Et on n'aura jamais la vision, enfin, je sais pas, si je prends toute la partie des mollusques, enfin, on n'aura jamais la structuration, une vision plus complète de l'ensemble de l'embranchement des mollusques. On l'aura partiellement via cette transversalité, mais on n'aura jamais cette vision globale, par exemple, de l'embranchement des mollusques. Et donc, pourquoi pas là-dessus, mais c'est pour bien être clair, pour bien qu'on soit précis, c'est que cette partie-là, elle est un peu abandonnée, quoi. Est-ce que tu as une vision globale de l'embranchement, de savoir qui est dans l'embranchement des mollusques? Oui, le qui est, tu l'as vu au PB1 normalement. Pas vraiment dans le détail. Enfin, je ne sais pas, par exemple, la notion. Tu n'as pas vu le détail de l'intérieur, mais est-ce qu'un plongeur, en quoi ça l'intéresse de savoir? Moi, j'ai aucune formation bio, dans mon cursus. Hein, je suis tombée dedans quand j'ai commencé à faire de la plongée. Donc là-dessus, je suis complètement novice. J'ai aucune formation de biologiste. En quoi ça t'intéresse de savoir comment il est foutu à l'intérieur? Je vais te répondre. Par rapport à ce qu'il mange, par rapport à comment il est mangé, etc. C'est la seule chose qui peut intéresser un peu. Ce qui m'intéresse, moi, enfin, moi aussi, je suis aucune formation bio. J'ai une formation scientifique, mais pas du tout bio. Et ce qui m'a intéressé, justement, c'est ça m'aide à me mémorer. Enfin, mémorisation. Les mémorisations, la classification m'aide à ça et à comprendre et à voir et à me dire, ben voilà, ça, je sais où c'est, etc. et à redonner non. Et voilà, c'est vraiment, comme on dit, la classification, entre autres, c'est pour savoir ranger. Et moi, ça m'aide aussi, quand je rentre un peu plus dans le détail, ça m'aide aussi à ranger dans ma mémoire aussi. Donc, pour moi, c'est une aide. Je pense que tu as dit quelque chose d'important quand tu dis ça m'aide personnellement. Ça évoque quelque chose entre ce que j'entends, ce que dit Sylvie, ce que toi tu dis là. En fait, il n'y a pas un seul chemin. On n'a pas tous exactement le même mécanisme de compréhension et d'apprentissage. Le but, c'est d'arriver au résultat. C'est-à-dire que d'avoir acquis les éléments nécessaires, indispensables, je dirais, pour comprendre globalement. On parle de science, donc il n'y a jamais de limite. Pour vous donner un petit exemple, c'est parce que c'est une éternelle question, où sont les limites et quelle est la méthodologie? On a essayé de donner des éléments, on a dit voilà, là, ce que va présenter Fred, c'est les grandes distinctions entre celui qui doit comprendre de façon générale et celui qui doit avoir assimilé ça et de façon plus avancée. Mais derrière, il peut y avoir plein de graduations là-dessus et on pourrait aller plus loin. Pour revenir à un exemple, il y a quelques années, je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés là, dans les groupes que je formais, j'avais des personnes qui m'ont demandé de l'approfondissement. Ils ont tellement demandé d'approfondissement, ils étaient en formation, ce qui est maintenant le FB3. Je leur ai dit, moi je veux bien vous faire un cours encore d'approfondissement, parce qu'on peut toujours aller plus loin, et je leur ai fait un cours sur les cnidaires. Mais je leur ai fait un cours comme on le ferait à l'université. Et donc, je leur ai fait 3 heures de cours sur les cnidaires de façon structurée universitaire, puisque là, on pousse et on veut aller plus loin. Et ils sont sortis presque en courant en disant ah ouais, mais non, finalement, c'est pas ce qu'on veut. Et il faut à un moment donné, donc on peut toujours en science aller plus loin, et en plus, ça évolue. Donc, il ne faut pas qu'on perde de l'esprit que on a un public
de plongeurs de toute obédience, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y en a qui sont scientifiques, il y en a qui ne le sont pas. Donc, évidemment, ceux qui sont plus scientifiques vont avoir souvent tendance à vouloir aller plus loin. Donc, il va falloir les ramener sur le pratique parce que sinon, ils vont perdre leur auditoire. C'est bien d'avoir plus de connaissances, certes, mais bon, il faut quand même avoir certaines limites parce que sinon, pour ceux à qui ça ne conviendrait pas, ben, ça ne correspondra pas à leur plongée. Ça ne correspondra pas à leur réalité de plongée. Et puis, on va continuer à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle que soit la discipline scientifique, on va toujours apprendre. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que d'abord, chacun va, de fait de sa formation, si on est scientifique, si on est littéraire, on n'aura déjà pas les mêmes méthodes d'apprentissage. Donc, il va falloir avoir cette capacité d'adaptation. En technique, quand on forme des moniteurs, on leur dit. Vous avez un auditoire qui est très, très hétéroclite et qui ne va pas avoir forcément les mêmes méthodes d'apprentissage. Donc, il va falloir s'adapter. Et ben, on est pareil en biologie. Il va falloir qu'on s'adapte parce que ça s'appelle biologie, mais les objectifs, ben, c'est de faire comprendre le milieu, de le préserver, d'être capable d'en parler, d'avoir les connaissances minimales. Mais voilà, il y a quand même toujours ces balances-là et on les aura toujours parce que sinon, on va, je vais peut-être employer un terme exagéré, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, staliniser nos formations. Et ça, c'est ennuyeux au possible. Si tout le monde fait exactement pareil, à la virgule près, et je pense que certains d'entre vous ont connu, comme moi à l'école, le prof qui, le grand titre est écrit à 2 carreaux du bord, il est souligné en vert, le sous-titre est écrit en rouge, il est à 3 carreaux, et il est écrit en italique. Et en fait, ouais, tout est complètement cadré. Bah c'est drôlement emmerdant. Et dans une discipline qui est culturelle, c'est la mettre dans un carcan qui n'est pas forcément le plus sympa. Et c'est pas forcément comme ça non plus qu'on attirera tous les plongeurs à s'intéresser au milieu, ce qui est quand même l'objectif majeur, de faire découvrir et de donner envie à tout le monde. Donc voilà, sous toutes ces parenthèses pour dire que bah, tous vos commentaires sont très pertinents. Il y a une recherche d'équilibre parce qu'il ne faut pas perdre l'objectif de vue. Pardon, excuse-moi. Autre chose, n'oubliez pas qu'on est là pour donner des clés aux gens. On est là pour leur donner des bases pour qu'ils puissent continuer après. C'est-à-dire que en fonction des personnes que vous voyez, qu'on aura, il y en a certains qui s'arrêteront en chemin parce qu'au niveau de leur connaissance, ça leur suffira. Puis d'autres, dans un secteur bien précis, vont vouloir aller plus loin et pourront aller plus loin. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, on est des passeurs, on est des facilitateurs. On n'est pas des formateurs scientifiques et il ne faut pas du tout qu'on aille là-dessus. Sinon, on se trompe d'un chemin et on se trompe d'endroit. Donc, on doit leur donner des bases pour qu'ils puissent rechercher dans les bouquins, qu'ils puissent comprendre de quoi on parle. Mais après, comme dit Jacques, sinon, il n'y a pas de limite. Tu me parlais, Jean, des mollusques, mais des nudibranches, tu fais un cours de 4 heures sur une nudibranche. Sur les bivalves, tu en as pour 3-4 heures. Sur les opistobranches, c'est pareil. Les mollusques, tu passes 10 heures ou 20 heures. Il y a bien sûr des limites, mais avant, enfin, je ne sais pas, on pouvait passer 1 heure sur les mollusques. Mais personne t'empêche de passer 1 heure sur les mollusques, Jean. Non, mais je veux dire, on ne va pas passer aussi, on ne va pas faire 30 heures ou 35 heures de cours. Hein. C'était uniquement une question, je ne remets pas en cause. Non, mais Jean, hein. C'est logique. Jean. Hein, pas... Mais la seule chose, c'est qu'à un moment, l'interrogation, c'est qu'à un moment, jamais on va parler, par exemple, 1 heure sur les mollusques, 1 heure sur les échinodermes, jamais. Parce que au niveau 1, parce que ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était tout. Personne ne l'interdit. Personne ne te l'interdit. Personne ne l'interdit. Ce n'est pas parce qu'on essaie de donner des éléments, des directions, des réflexions, comme ça a été présenté. Rien n'est interdit. Si vous avez une méthode pédagogique complètement différente,
mais que vous arrivez à l'objectif, il n'est pas écrit que vous devez le faire exactement comme ça. Encore une fois, tu veux faire 1 heure sur les mollusques parce que toi, tu penses que ça mérite de le faire, mais fais-le. Oui, mais on ne peut pas refaire, par exemple, 1 heure sur chaque embranchement et en plus traiter tous les habitats. Et tout ça. Non, on ne peut pas. Non, mais attention, Sylvain, n'oubliez pas, il faut remettre ça dans le cadre où vous êtes. Les clubs de l'intérieur, les formations d'intérieur sont totalement différentes des formations que peut faire par exemple Annie à Fourcade au bord de la mer. Un club de l'intérieur, comme moi par exemple Rennes, je suis à 60 km de la mer, on fait club de l'intérieur, c'est-à-dire que on fait les formations pendant qu'on plonge pas. Moi, je fais les formations, c'est mercredi soir, je fais venir des gens, les PB1, ils viennent à 10 cours. Ben, c'est sûr, je ne vais pas faire un cours, je ne vais pas faire venir des gens qui vont venir 60 km pour 10 minutes. Donc, je ne vais pas faire un cours sur les éponges de 10 minutes. Donc, en fonction de votre organisation, vous pouvez très bien faire un cours entre le moment où tu commences, le moment où tu fais les photos et autres. On n'a jamais dit de faire des cours de 10 minutes non plus. Hein. Est-ce que je voudrais intervenir parce que c'est hyper important. On a réfléchi en début d'année, là, dans le 93, pour justement le contenu des cours PB1 versus le contenu des cours PB2. Donc, en ayant bien sûr comme objectif, comme Jacques, vous l'avez évoqué, le fait que le PB1, il faut observer, donc il faut vraiment qu'on puisse lui faire passer toutes les billes pour qu'il puisse après, derrière, observer, chercher, trouver. Et puis, la question qu'on s'est posée, c'était le contenu des cours PB2, effectivement. Du coup, moi, ce que je comprends par rapport à ce qu'on a vu, c'est que ce sont un peu plus des cours transversaux. Donc, on a orienté nos cours un peu plus sur la transversalité, la reproduction, l'alimentation, des choses comme ça. Et la question qu'on s'était posée pour les PB1, c'est jusqu'à quel niveau de profondeur on va dans le modèle de cours, notamment quand on parle de reproduction. Donc, est-ce que on aborde un petit peu la partie reproduction, mais sur ce qu'ils vont pouvoir voir dans la mer, c'est-à-dire savoir reconnaître les petits, les juvéniles, les choses comme ça. Est-ce que c'est cette orientation-là qu'il faut prendre pour aborder la reproduction à des PB1 et justement leur donner envie d'aller plus loin et d'aller voir sous l'eau la reproduction, l'alimentation, etc. Et après, le contenu du cours, c'est jusqu'à quel niveau on descend. Est-ce que la reproduction, on leur donne les différents types de reproduction ou pas? Alors là-dessus, vous êtes formateur. Donc, comme dit Jacques tout à l'heure, vous avez toute l'attitude de faire ce que vous voulez à partir du moment où vous ne vous plantez pas. Quand tu me dis on va aborder la reproduction, alors tu fais un cours sur les poissons. Alors, entre les formes, les couleurs, machin, si tu commences à attaquer à fond la reproduction sur les poissons, tu passes combien de temps, à ton avis? Moi, je ne vais pas l'aborder, justement, je voudrais faire du vraiment orienté sur l'observation qu'ils ont. Et si le mot d'ordre, c'est on ne leur présente que ce qu'ils vont voir sous l'eau, moi, ça me va bien. Ben, il y a une différence entre aborder, si tu veux, et approfondir. Chaque être, et les animaux ont 3 besoins. C'est quoi les 3 besoins? Les 3 besoins fondamentaux. Ils ont besoin de s'alimenter, de se reproduire. Et puis... Voilà, et de respirer. Voilà. Donc, si tu veux, quelque part, il faut traiter ça dans n'importe quel embranchement. Après, c'est sûr que tu vas commencer à parler pendant 40 minutes de reproduction des éponges, tu risques peut-être de perdre ton auditoire. On le perdra. Voilà. Donc, la réponse est, comme dit Jacques, on doit s'adapter au niveau de notre public. C'est que du moment que toi, tu veux aborder quelque chose parce que tu as la compétence pour l'aborder et que tu ne perds pas tes élèves et que tes élèves suivent, ça me va très bien. Ce qui est embêtant, si tu veux, c'est que si tu veux essayer d'aborder des trucs et tu perds les gens, quoi. D'accord. Très bien.
C'est-à-dire que moi, je suis informaticien, je suis pas biologiste. Il y a des trucs sur lesquels je n'irai pas. Il y a des terrains, je vais m'arrêter parce que c'est hors de mon domaine de compétence, je ne maîtrise pas. Il y a d'autres personnes qui, parce qu'ils auront les compétences, pourront expliquer simplement des choses que pour moi, par exemple, je ne pourrais pas le faire. Mais il n'y a pas de tabou, hein, Sylvain, Jean, il n'y a pas de tabou. Après, c'est en fonction de votre organisation départementale et autres, c'est est-ce que vous avez le temps de faire des moyens de votre politique? Moi, je préfère que les gens en sachent moins, mais le sachent, plutôt que de dire j'ai vu tout le programme, ils ne savent rien, ou ils n'ont rien retenu. Parce que moi, on me dit, ouais, on a fait tout le programme, Jacques. Hein. Puis quand on y reprend après en FB1 ou FB2, voire FB3, on s'aperçoit qu'il y a des trucs, ils ont vu tout le programme, mais ils ne savent rien. Mais après, c'est ça, tout le monde n'est pas bio. Parce que nous, par exemple, sur Marseille, on a fait au PB2, on a fait les deux types. On a fait des cours, des fois où c'était, on reprenait embranchement par embranchement, et d'autres fois où on a fait des stages où c'était que du transversal. Et c'est vrai, du coup, c'est pas du tout approfondi de la même façon. Il y en a un qui était beaucoup plus bio, vraiment scientifique, plus écologiste, on va dire, écologie. Et du coup, c'est pas du tout le même enseignement, ça c'est sûr. Mais après, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux ça dépend. On a du public. Quoi. Moi, j'ai eu plusieurs fois des plongeurs qui me disent moi, ça ne m'intéresse pas d'aller au PB2 parce que aller regarder l'intérieur de la bestiole, je m'en moque. Donc, du coup, pour ces personnes-là, l'aborder plutôt en transverse, nutrition, bon, peut-être pas respiration, mais nutrition, reproduction, locomotion, ben, ceux-là, ça pourrait les intéresser. Ils veulent aller plus loin, mais pas forcément comprendre qu'ils ont un cœur, un des trois estomacs et ils ont la nuit à côté de la bouche, sauf pour l'anecdote. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui nous disent au PB1, on veut savoir reconnaître les bestioles, les groupes et où les trouver. Et donc au PB2, on va en savoir un peu plus sur la bestiole. Tout à fait. Mais ça, c'est il y a les deux publics. Plongeur par plongeur. Donc en fait, il faut faire un tri avant, quoi. C'est ça. Alors après, je vais encore. Là, il faut pas. Attendez, excusez-moi, mais là, on est en train de se couper les cheveux en quatre parce que ça existe pour toutes les formations. Il y a des plongeurs qui viennent se former, passent leur niveau 1, leur niveau 2, ils ne veulent surtout pas passer le niveau 3, et encore plus de niveau 3 qui ne voudront jamais passer leur niveau 4. Donc, on ne parle pas de gens qui ne veulent pas aller au-dessus, on parle de gens qui ont envie d'aller au-dessus, mais qui seraient plus. Tu as forcément dans ton groupe, tu fais une formation, tu as 10 PB1. Dans ces 10 PB1, à chaque fois, on se dit qu'on a des pertes pour aller au PB2, mais je me rends compte que ces pertes-là, ce n'est pas des pertes sèches, c'est des pertes où il faudrait éventuellement envisager d'alterner, de faire une fois une formation PB2 approfondie en allant aller au fond des bébêtes, on va regarder, on va faire des planches anatomiques de chacun des groupes, et puis une autre fois, un autre PB2 où on va faire une approche plutôt par embranchement. Oui, mais pourquoi on se fixe forcément PB1, PB2 en tant qu'objectif d'obtention d'une carte supplémentaire? Non, c'est du partage, encore une fois, du partage de connaissances. J'aime bien ce terme. Et des gens, ils viennent écouter une petite histoire une fois tous les 15 jours. Et voilà, chacun en récupère ce qu'il en a envie. Et puis, quand ils en ont le désir ou quand ils se sentent prêts, tout simplement, pourquoi pas effectivement aller passer un niveau. Alors, Christian, tu es où? En Île-de-France, en voilà. 78. Là, c'est la différence de concept entre un club de l'intérieur où effectivement tu vas pouvoir faire tes topos, tu peux faire tes topos toute l'année parce que comme ça permet de les occuper. Tu peux faire de l'approfondissement. Enfin voilà, les cursus peuvent être conçus complètement différemment que nous qui sommes sur la côte, où on ne structure pas nos présentations du tout de la même manière. Non. Alors, si tu me permets de confirmer, ça va dépendre de quelle côte, parce que je plonge aussi très régulièrement en Normandie, et les copains du club en Normandie, ils en ont absolument encore moins à foutre de la bio. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est du gros homard, du gros bar dans les épaves. Et quand de temps en temps, tu les arrêtes en disant hey, tiens, tu as vu une petite flabine, je ne pensais même pas en trouver une ici. Je dis c'est quoi ton truc là? Alors après, on monte sur le bateau, on en discute, machin, etc. Mais en fait, en clair, ils s'en foutent. Je te rassure, il y a la même chose dans le sud. Hein. Ouais. Alors maintenant, on va resynthétiser tout ça en vous choquant.
À partir du moment où vous faites un cours, vous avez un objectif pédagogique. Vous êtes d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du cours que vous avez donné, il faut être en mesure de dire est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Et un cours, quelque part, il doit être bâti autour de ça. Sinon, si tu ne te fixes pas des objectifs, tu ne peux pas savoir que tu as atteint tes objectifs. Et comment tu sais que tu as atteint tes objectifs? C'est par rapport à ce qu'ils ont retenu. Et tu t'aperçois que si tu fais des petits quiz à la fin de tes cours ou des trucs comme ça, tu t'apercevras qu'il y a des trucs, en effet, ça passe pas, ou il y a des trucs, ils ne retiennent pas, ou ça ne les intéresse pas. Et tu auras beau faire 1 heure, 2 heures, 3 heures ou quoi, hein, n'oubliez pas, on fait un cours, on a des objectifs. Comment on atteint nos objectifs? Et qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ou qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Le reste, c'est la littérature. Après, c'est des méthodes d'enseignement, c'est autre, mais les fondamentaux, c'est ça. Je voudrais évoquer un point concernant l'hétérogénéité du public, parce que des gens qui préparent un PBA, nous, on a deux groupes, par exemple, des gens qui débutent en plongée, et puis des MF1 qui ont mis le plongée au compteur, et ce n'est pas du tout la même chose. Et le deuxième point, c'est aussi que dans le public, vous pouvez avoir des gens qui n'ont aucune formation scientifique, et d'autres qui ont une formation scientifique, je dirais, généraliste, ont fréquenté l'université, donc ce n'est pas du tout le même public. Et quand on les met ensemble, on s'aperçoit qu'il y en a qui s'ennuient, et puis d'autres qui disent, bon, bah, ce truc-là, je ne comprendrai jamais et j'y arriverai pas. Alors, nous, on a eu ça aussi, hein, on a eu dans nos stages, on a eu des gens, alors première plongée et MF1, première plongée, des fois, il vaut mieux une première plongée avec quelqu'un qui a la curiosité qu'un MF1 blasé, ça fait 150 ans qu'il plonge au même endroit et il n'a jamais vraiment regardé. Donc ça, c'est une chose. Mais au niveau des formations, des cursus universitaires biologie, on en a eu dans nos formations. Donc, on a des gens qui sont… Alors là, dès qu'on aborde l'anatomie interne, savoir où est l'estomac, etc. Alors là, ils sont… Mais alors, au taquet. Par contre, en termes de comportement sous l'eau, en termes de différencier, ils voient un trou de poulpe. Une fois, il y en a un qui m'a dit que c'était une sèche qui habitait dans le trou de poulpe, parce qu'en vécu plongée, pourtant avec des connaissances universitaires, en vécu de plongée, il n'y avait rien du tout. Donc, les universitaires ont des connaissances sur l'organisation interne des bestioles peut-être, mais en vécu plongée, en comportement et où ça vit et comment ça vit et les interactions avec les autres bestioles, là-dessus, ils n'ont rien. Dominique, par rapport à ça, j'ai vécu le même problème l'année dernière où dans mes PB2 et mes PB2 et mes PB1, j'avais 6 scientifiques. Il y en avait 2 qui étaient en master 2 biologie. J'en avais 2 qui avaient un master de sonographie et de la Sorbonne et ainsi de suite. Après, toi, dans tes cours, utilise-les. Oui, on peut les utiliser, c'est clair. À toi de les utiliser et à toi de faire en sorte qu'ils apportent des choses. Et après, si tu veux, si c'est bien géré, si la chimie fonctionne, tous ces gens-là, ils tirent tout le monde par le haut. Mais à toi de mettre des limites. Jacques, tu gères l'heure parce que… Oui, je surveille. On a 20 minutes avant notre break. Donc, on avait prévu large, on avait prévu une session de 2 heures. Mais en effet, le public hétérogène est un problème. Encore une fois, tu fais un cours, tu fixes des objectifs, à toi d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés et de savoir ce que veulent retenir ce qu'ont retenu tes stagiaires. Et après, le reste, c'est ce que je ne sais plus qui disait tout à l'heure qui est intervenu, c'est que des méthodes pédagogiques, c'est des façons, des approches et autres. Mais je suis d'accord avec toi qu'on a, oui, en effet, des plongeurs hétérogènes. Moi, sur Rennes, j'ai beaucoup de scientifiques qui viennent de la fac. Et tous les gens, j'en ai 4-5. Et ça se passe très bien. Il y a la question de l'échantillonnage qui est resté en suspens, si on pouvait reprendre. Oui, tout à fait. Échantillonnage, on verra tout à l'heure avec les techniques de labo, Jacques, peut-être, non? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, on peut en parler. Hein. On peut en parler.
on peut en parler. On avait fait une précision à un moment donné pour expliquer qu'il fallait faire attention à la terminologie entre échantillonnage et Prélèvement. prélèvement. Un prélèvement a une connotation d'étude scientifique sans notion de quantité, et c'est ça qui est strictement interdit. Ensuite, évidemment, toute espèce commerciale ou protégée souffre de rien. C'est le zéro. On ne remonte absolument rien. Après, lorsque on réalise un stage et que on fait un échantillonnage, c'est-à-dire de tout petits échantillons pédagogiques, ce n'est pas interdit. Dès lors que les quantités sont très petites, modérées, dès lors que ce n'est pas des espèces protégées ou des espèces commerciales. Et donc, c'est la notion, on ne remonte rien du fond, elle a une limite qui est la limite pédagogique de tout petits échantillons à visée pédagogique. Et la visée pédagogique aussi, pour situer les choses, lors des RIP, donc, qui ont existé pendant des années, il y avait des animations biologie, il y avait de l'échantillonnage, et il y avait une démarche pédagogique avec le respect des échantillons, même si c'est des tout petits échantillons, et la remise à l'eau des échantillons aussi. Bon, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Fred. Il y a eu un débat au collège, et il y a toujours un débat entre nous. Certaines personnes pensent que faire du prélèvement, faire du labo, ça n'a aucun sens, étant donné que maintenant sur Internet, tu vas trouver n'importe quelle photo de dissection, n'importe quelle photo de brio, de lophophore, de tout ce que tu veux, et que ça n'a aucun sens. Là-dessus, le débat, nous, on pense que c'est un intérêt tactile, c'est un intérêt que la personne cherche et autres, mais tu sais, le débat est ouvert. Tu peux très bien dire, regarde sur le plancton, tu vas t'emmerder avec un filet, tu vas t'emmerder à prélever, tu vas t'emmerder à échantillonner, à la limite, tu vas sur Internet, tu retrouves 50 000 photos et tu es roi du pétrole. C'est toujours des éternels débats qu'on peut trancher dans un sens ou pas dans l'autre. Alors, faisons attention, là, tu aurais tendance à ouvrir le débat du sujet de la demi-heure de laboratoire. On va, là, si on reste cantonné à la question de départ, je l'avais vu dans les questions, c'était on ne remonte rien, donc pas de prélèvement. Oui, pas de prélèvement, mais échantillonnage, oui, et on ne remonte rien. Évidemment, c'est ce qu'on enseigne en général, donc on ne laisse pas tout le monde, et ça, on va en parler aussi tout à l'heure. Il y a des nuances là-dessus. C'est-à-dire que l'échantillonnage est organisé, Thierry. D'accord, merci. D'autres questions? L'histoire, on relève, c'est pas la peine de remonter quelque chose parce que maintenant sur Internet on trouve tout. Mais si on va par là, c'est même plus la peine de plonger. On voit tout sur Internet aussi. Hein. C'est ça. Ben oui, le débat, oui. Ouais, merci Sylvain, tu as dit une chose là qui me permet de rebondir sur la question des habitats et de la visibilité tout à l'heure et du lac et de la rivière. On peut aussi montrer, à partir de diapositives, expliquer un habitat. Pédagogiquement, c'est utile. Pratiquement, si on regarde une vidéo, on va pouvoir commenter l'habitat. On fait une plongée virtuelle. On amène les personnes. Au cours de cette vidéo, on voit le tombant, on voit le sable, on voit tout ça. Ça a un intérêt pédagogique, mais si on ne fait plus que ça, on ne plonge plus. Non, tout à fait. Par exemple, moi, si je fais un cours sur les mangroves, je suis en Bretagne, à part des photos, des vidéos, c'est imité, hein, Sylvain. Ouais. Mais par contre, l'habitat est très intéressant. Oui, non, c'est sûr. Il faut toujours qu'on fasse un peu attention aux choses. À ce qu'on dit, oui.
C'est comme les. Bon, je ne vais pas remettre les couverts sur le labo, on en parlera. Non, mais il y a même des gens qui nous ont dit. Là, on en parlera au moment du labo. Il y a même des personnes qui nous ont demandé, à limite, donnez-nous un cours type pour chaque truc, et à limite, on fait un cours au niveau national avec 500 personnes ou 1000 personnes en visio, et quelque part, tout le monde sera dans l'orthodoxie, et que c'est pas ce qu'on veut. Chaque enseignant a sa sensibilité, chaque enseignant a sa façon de procéder. On veut pas un cours national que tout le monde suive bête et méchant. Ça serait un peu dommage, quoi. Bon, j'ai vu, merci de m'avoir attiré l'attention parce que je ne regardais pas les photos. Il y a Dominique Sénat qui voudrait poser une question. C'est la question de l'évaluation au terme de la formation PB1, PB2. Évaluation formelle, informelle, écrite, quantifiable, donc un peu scolaire, ou collective, ou voilà. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le support pédagogique et qu'est-ce que, s'il n'y a rien, quelles sont les indications que la CNEF peut nous donner? Puisque nous avons chaque année un peu ce débat et on tourne en rond, on fait toujours quelque chose, mais voilà. Vous, c'est quoi? C'est quoi votre orientation? Alors, je vais te répondre une réponse de Normand. Hein? Pour un breton, c'est bizarre. Pour un breton, c'est pas mal. Alors, je vais dire quelque chose. J'ai retourné la question autrement. J'aimerais une réponse de Lorrain ou d'Alsacien, quoi. Quelque chose de… Non, alors je vais te faire une réponse. Moi, chaque année, j'ai des stagiaires FB1. Donc, moi, je pose la question à mes stagiaires FB1, comment vous évoluez vos PB1 et PB2? Et démerdez-vous. Ah, ça, c'est une parole de chef. Non, au sens… C'est pas qu'on les reconnaît. Hein. Non, mais Dominique, ce que je veux dire, c'est que ok, moi je veux bien, tu présentes 100 diapos et la personne note les noms des espèces, machin, tout ce que tu veux. Après, c'est, encore une fois, c'est quel est l'objectif de l'évaluation? Pose-toi toujours la question d'objectif. Non, mais c'est sûr que les PB1, on va être, on veut les intéresser, leur faire prendre du plaisir à commencer à regarder les choses un peu autrement. On va avoir une démarche, je veux dire, oui, de motivation par le plaisir. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est trouvé dans certains cas, je pense notamment à une personne où, au bout de 4 ans, visiblement, ça ne rentrait pas, quoi. Voilà. Et, alors, bon, voilà. Donc, finalement, on donne le PB1 et puis, voilà, on la retrouve en PB2. Ça sent vécu, ça. J'ai envie de te poser une question. Après, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. Mais quand même, on a un questionnement là-dessus et bon, je pense que quelques lignes dans le support pédagogique, ça nous aiderait. Dominique, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave la délivrance du PB1? Est-ce que ça va avoir des conséquences terribles d'avoir délivré un PB1 à quelqu'un? Donc bon, oui, ok, il a du mal, hein, la personne, elle assimile pas vraiment tout, mais bon, est-ce qu'elle est… Qu'est-ce qui… En fait, souvent, ce qu'on pose dans un stage aux formateurs comme question, c'est qu'est-ce qui vous ferait refuser un PB1? Et on s'aperçoit, et ça on l'a fait dans plein de séminaires, qu'au bout, la seule chose qui fait refuser un PB1, c'est quand la personne a des attitudes inappropriées dans l'environnement. C'est la seule chose, c'est du comportement inapproprié. Quelqu'un qui va tout massacrer, qui fait attention absolument à rien, mais c'est la seule chose qui fait l'unanimité pour refuser. Tout le reste, sur l'acquisition de connaissances qui sont même très légères, finalement, c'est pas grave. Par contre, quand on commence à parler du PB2, qu'est-ce qui vous fait refuser un PB2? Là, il y a des conséquences. Le PB2, il peut devenir un formateur. S'il n'a pas acquis les connaissances, c'est catastrophique.
Donc là, on est obligé d'avoir plus de rigueur. Donc, quand on commence à se poser ces deux questions-là, la réponse, on l'a. C'est-à-dire qu'un PB1, à part des attitudes inappropriées, on ne va jamais lui refuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui pratiquent le collectif où on passe des diapos et tout le monde donne les noms et finalement, ça suffit. Ce qui est la vraie évaluation critique, ça va être celle dans l'eau de comportement de la personne. Par contre, au PB2, on va être amené là à structurer et utiliser les techniques les plus appropriées de manière à vérifier que les connaissances sont acquises. Là, on va vérifier qu'il y a des connaissances qui sont vraiment acquises et souvent, on passe par des éléments écrits parce que il faut avoir des choses tangibles. Tu vois? Donc, c'est ça la réflexion et c'est ça le propos aussi qu'avait Fred juste avant. L'objectif, c'est quoi l'objectif? L'objectif et l'enjeu, il est très important pour un PB1 parce que derrière, on ne le rattrape plus. On ne va plus rattraper ça dans la formation FB1 et on va avoir des difficultés et c'est pour ça qu'il ne vous échappe pas que dans l'entrée au FB1, il y a un test écrit de connaissances, justement pour rattraper, pour vérifier qu'il y a le minimum d'acquis, qu'il n'y a pas eu, effectivement, du fait de l'hétérogénéité qu'il peut y avoir, des gens qui sont passés à travers les mailles du filet, mais dont les connaissances sont trop faibles pour pouvoir envisager d'en faire un formateur dans l'immédiat. Alors Dominique, pour compléter ma réponse, parce que tout à l'heure je plaisantais un petit peu. Nous, à une époque, si tu veux, ce qu'on demandait au PB1, c'était vraiment d'assiduité, si tu veux, qu'il soit présent à tous les cours, qu'il soit pas qu'il soit pas présent ou un cours sur 5 ou un truc comme ça. Et on demandait vraiment ça et vraiment vérifier que ça se passait bien sous l'eau. Puis il y a un week-end où on s'est fait massacrer en disant mais vous vous rendez pas compte, nous on a révisé, ça fait 15 jours qu'on a révisé, on n'a pas d'examen, puis ah non, mais on s'est fait massacrer en disant mais vous vous rendez compte et vous nous dites que tout le monde là, et alors qu'on a révisé depuis 15 jours. Alors on s'est dit merde, il y a quand même un truc. Donc dans mon département, ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on fait des sketchs. On les met par groupe de 3, ils tirent un sujet, ils ont un quart d'heure de préparation et on leur dit par exemple restituez-moi ce que vous avez compris sur les éponges ou sur les poissons. Ils ont un quart d'heure de préparation et par groupe de 3, et chaque groupe a un petit sujet et ils présentent pendant un quart d'heure. Et c'est très très ludique pour eux parce que ça leur permet de savoir qu'ils ont appris pas mal de choses. Ils sont super contents, ils présentent ça aux autres. Alors la forme, on s'en fout, ils sont pas là pour faire un cours, ils sont là pour dire voilà ce qu'on a retenu. Et tout le monde est content. Moi, je trouve que ça serait bien de mettre dans le support pour les formateurs. Non, pas que des questions de contenu pédagogique, mais aussi quelques éléments sur l'évaluation. Parce que quand vous faites une formation, vous dites qu'il faut avoir des objectifs de formation et comment on est dans l'évaluation. Donc, nous, cadre bio de terrain, soutiers de la formation bio, ça nous éviterait des débats, ça nous éviterait des questionnements inutiles, alors que finalement, la pensée de la CNEPS dans ce domaine-là, elle est quand même relativement avancée. Alors peut-être qu'à écrire, ce n'est pas évident, mais c'est vrai que quelques suggestions de formes d'évaluation collective, semi-collective, interactive, etc. Bref, de la méthode pédagogique, ça ne peut pas faire de mal. Enfin, c'est mon avis, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Tu notes la question pour le collège? Je note la question pour le collège, mais quelque part, toi, Dominique, il faut laisser la latitude, il faut laisser l'intelligence auprès des formateurs aussi. Ah, mais nous, on est dans l'Isère, on est un groupe de formateurs et on en discute chaque année. Hein, donc, et alors? Ça veut dire que ce qui est bon pour une année, toi, les gens évoluent, nos méthodes évoluent. Non, Regarde. Ça évolue et on trouve des solutions et des formes.
Mais je pense que dans certains CODEP de très à l'intérieur, parce que nous, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des gens qui se sentent très seuls de façon générale sur la bio, que ce soit les contenus, les formes et les évaluations du reste. Hein. Voilà. Regarde, Jacques, on est passé, tu as connu ça, toi, on est passé du rétroprojecteur avec les feutres et les calques à maintenant, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a accès aux vidéos, et ce qui fait qu'on évolue sans cesse. C'est pour ça que Dominique, ce qu'on pourra te dire à un moment pour l'évaluation peut changer dans 1 an, dans 2 ans, parce que le public n'est pas le même, parce que tu peux, et il faut pas tuer, comment dire, l'innovation ou la créativité. Et c'est pour ça que moi, c'est mes stagiaires FB1 qui évaluent, et chaque année, ils nous proposent des trucs différents. Et chaque année, il faut être créatif là-dedans. Donc, si tu veux, on pourra proposer, je pense, au niveau du collège, des pistes, mais si tu veux imposer une méthode, je ne serai pas partisan. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Hein. Moi, je vois que le support pédagogique, il évolue depuis 15 ans de façon quand même très, très positive. Et je trouve que l'angle mort, c'est aussi la question de l'évaluation. Et je comprends que ça soit difficile. Je comprends que ça soit difficile. Alors, très bonne question, note, Jacques. Ça sera abordé au niveau du collège, Dominique. En fait, c'est dans le programme, il faut bien définir ce que, pour chaque groupe, par exemple, ce que les PB1 doivent retenir. Et après, pour l'évaluation, on sait ce qu'ils sont censés avoir retenu. Après, on fait comme on veut pour le vérifier, quoi. Tout à fait. Il y en a qui font des quiz, il y en a qui font comme toi, qui font un petit sujet pendant un quart d'heure. Mais voilà, c'est surtout qu'il faut bien définir qu'est-ce qu'ils sont censés avoir retenu, quoi. Et après, chacun fait comme il veut pour l'évaluer. Tout à fait. Puis Sylvain, tu peux faire une évaluation finale, tu peux faire une évaluation continue tout le long de l'année. En effet, c'est très, très vaste. Mais on prend la question, Dominique. Ouais. Mais c'est surtout qu'il faut bien définir qu'est-ce qu'ils sont censés retenir, quoi. D'où le document, là, ce qu'a présenté Fred. Hein. Tout à fait. C'était la nécessité qui était ressortie de donner plus d'éléments. Parce que le hors-série Subaquois, par exemple, ne répond pas à cette question-là. D'ailleurs, ça m'étonne de vous, cadre du terrain, comme vous me dites, qu'il n'y a personne qui m'a dit, qui m'a posé la question, ouais, mais tu introduis la nutrition, tu introduis la reproduction, tu introduis un certain nombre de choses, comment qu'on se démerde tout seul? En gros, c'est ça. Et il n'y a personne, donc vous êtes tous, soit des super cadors, vous avez tous préparé vos topos, donc c'est génial. Honnêtement, on va vous aider là-dessus. Ouais. Honnêtement, il y a aussi des cadres qui n'aiment pas du tout traiter ce genre de sujet. Hein. Les transversales, il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que la biblio est beaucoup plus compliquée que le Subaquois. Ça, c'est sûr. Donc, si tu as des pistes, oui. Non, je sais pas si non, mais honnêtement, on est d'accord que de faire un PB1, faire un cours sur un embranchement, c'est confortable. L'année suivante, tu reprends le même embranchement, tu approfondis, c'est confortable. Là, on est d'accord que certains cadres, même nous, au niveau du collège, on est sorti de notre zone de confort. Ouais. Et que quand on travaille sur certains trucs, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas, Jacques? Ouais. Alors, c'est pour ça que le Collège des instructeurs travaille intensément. C'est le petit clin d'œil de Fred, là. Le collège travaille intensément sur la refonte du hors-série et il y aura des chapitres dans le hors-série sur ces sujets-là pour aider ceux qui, justement, sont pas confortables et puis éviter que, comme signalé par, je ne sais plus qui c'est qui est intervenu là, justement, c'est un gros boulot, de faire un cours transverse. Donc, pour faciliter un peu le travail, c'est complètement en train d'être vu et ça avance bien. Voilà. Hein, on peut Jacques, dire. Il est temps. Oui. Oui, Jacques, pour répondre à Dominique, pour moi, donc c'est un problème donc, de formation pédagogique. C'est-à-dire que dans une formation pédagogique, on voit donc le contrôle des connaissances. Et donc, s'il y a un problème donc, de formation pédagogique, c'est peut-être là, il faut peut-être reprendre les éléments à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Ce problème, Bruno, c'est… je ne voudrais pas complètement couper, mais enfin, je voudrais qu'on tienne un petit peu les temps. Je pense qu'il y en a qui vont
besoin d'une petite pause